Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors aujourd'hui, on démarre avec quelques petites minutes de retard, mais on vous propose quand même 5 heures de direct depuis la Maison de l'Architecture avec l'ensemble de nos partenaires. La journée se conclura comme d'habitude de 19h à 20h avec un mercredi de l'Anthropocène consacré aux rivières urbaines, animé par François de Gasperi, qui recevra à ce moment Pierre Suchet, dont on pourra venir admirer l'exposition dès demain à Archipel. Et il sera accompagné de Jean-Louis Michelot, géographe et naturaliste. Avant ça, vous pourrez retrouver Sciences dessinées par Lou Herman sur Dessinez-lo avec Isabelle Daéron à 16h, suivi d'un épisode de Terreau commun sur le bassin versant de l'Iseron à 16h30. Et à 17h, on retrouve toute l'équipe de Regard sur l'actualité avec le coup d'œil sur l'actu de Pascal Ioux et Andrea Angioletti qui reviendront sur les inondations du Pas-de-Calais et leurs conséquences. Puis l'invité de 18h20 sera l'adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités, de la logistique et de l'espace public, Valentin Lugenstrass, avec qui nous discuterons de sa vision de l'aménagement urbain de la ville. Toutes nos émissions sont à retrouver en direct et en podcast sur notre site internet et sur toutes les plateformes dédiées. Mais tout de suite, on attaque avec l'émission que je vous présente demain, la santé. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Demain la santé où nous explorons avec nos invités la composante sanitaire de nos quotidiens et de nos mondes urbains anthropocènes. Alors il y a maintenant 2 ans, nous traversions une crise sanitaire sans précédent avec la Covid-19 et un débat est survenu, celui de l'installation de purificateurs d'air dans les écoles devenu un véritable terrain politique. En avril 2021, la recherche sur Google des termes capteur CO2 est, elle, à son paroxysme. On assisterait donc, grâce au Covid, à une prise de conscience des effets sur la santé et de la qualité de l'air intérieur. Alors, existait-il vraiment un déni avant la crise sanitaire à ce sujet? Aujourd'hui, comment faire pour améliorer la qualité de l'air intérieur chez soi? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous recevons Gaëtan Brispierre, sociologue, spécialiste des transitions énergétiques et écologiques des bâtiments. Bonjour Gaëtan Brispierre. Bonjour Damien. Et Claire-Sophie Quedvez, ingénieure en santé bâtie, cofondatrice du cabinet de conseil Medieco. Bonjour Claire-Sophie Quedvez. Bonjour Damien. Alors vous avez publié ensemble récemment plusieurs volets d'une recherche-action pour l'ADEME et le réseau de recherche Leroy Merlin Sources, intitulé La qualité de l'air intérieur des logements, culture habitante et ressort du changement. Eh bien, je mettais en avant dans l'introduction la place importante qu'a pu jouer la crise sanitaire sur cette appréhension de la qualité de l'air intérieur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la qualité de l'air intérieur? Et surtout, d'un point de vue historique, est-ce que c'est véritablement la première fois qu'on prend conscience de la qualité de l'air à l'intérieur du logement? Gaëtan Brispierre, je vous donne la parole. Merci Damien. Oui, c'est sûr que la Covid-19, ça a été une acmé un peu pour la qualité de l'air, où on a mis vraiment ce sujet en avant, avec notamment l'aération qui a été considérée comme un geste barrière, au même titre que le port du masque. Mais en fait, ça renvoie à une histoire un peu plus ancienne, puisque ce sujet de la qualité de l'air intérieur, il a véritablement émergé au XIXe siècle, dans le cadre des politiques hygiénistes, quand on s'est mis à s'intéresser aux conditions de vie et aux conditions de logement, notamment des ouvriers, et que on a essayé d'améliorer les choses, faire entrer la lumière, faire entrer le bon air dans les logements. Donc il y a eu déjà à cette époque des premières mesures qui ont pu être prises. Et puis il y a eu un long sommeil ensuite jusque dans les années 70 où là il y a eu donc cette crise du pétrole en 74. On a commencé à faire de l'isolation et on a commencé à s'intéresser, notamment les toxicologues, aux effets sanitaires de la concentration des polluants dans le logement. Et donc là effectivement il y a un champ de recherche qui a émergé à partir de là, notamment dans les années 80, pour comprendre comment cette concentration de polluants, elle pouvait être aussi la cause de maladies chroniques. Et puis ce n'est finalement qu'au moment du Grenelle de l'environnement, donc durant les années 2000, que le sujet de la qualité de l'air a
a connu une exposition médiatique assez forte et une mise à l'agenda politique, avec notamment l'intégration de mesures dans le cadre du plan national santé-environnement. Donc, pour résumer, on n'a pas découvert le sujet de la qualité de l'air au moment du Covid. Et est-ce qu'il y a eu un changement dans la période récente, donc à partir du Covid ou à partir du Grenelle de l'environnement? Je pense notamment à la naissance, enfin à la au développement des bâtiments performants type BBC qui intègrent de nouvelles manières de gérer cette qualité de l'air. Claire-Sophie Quedvez? Du coup, oui, effectivement. Alors, juste pour compléter les propos de Gaëtan, moi, je peux apporter un complément d'un point de vue physiologique. C'est que l'air, quand on respire, ça fait partie des fonctions qu'on appelle autonomes de l'organisme, à la différence de manger et de boire, où on fait le geste. En fait, on décide de manger, on décide de boire. L'air, on le fait de façon automatique et 100% du temps. Et ce qui fait aussi qu'on a toujours respiré dans les bâtiments, mais sans forcément s'en rendre compte. Tant que tout va bien, quand on rentre dans une pièce, on se pose la question de savoir si on a assez de lumière, si on entend bien, mais on ne se pose pas la question à chaque fois qu'on rentre dans un lieu si la qualité de l'air est inhalable. Et donc, effectivement, de ce point de vue physiologique, la prise de conscience, elle a été assez longue sur la qualité de l'air intérieur. Et du coup, sur la deuxième question par rapport aux bâtiments performants, aujourd'hui, les bâtiments performants ont complété en fait la prise de conscience qu'il y avait pu avoir, qui avait commencé un peu avant l'apparition de la Covid, notamment parce que quand on fait des bâtiments très performants, on va rechercher beaucoup d'étanchéité, étanchéité à l'air, et du coup tout ce qu'on avait comme fuite d'air parasite avant, qui permettait justement un renouvellement d'air naturel des bâtiments dans lesquels on vit, aujourd'hui ça n'existe plus. Et on a fait de gros efforts d'un point de vue source de pollution intérieure, mais comme on renouvelle très mal l'air des bâtiments, finalement on se rend compte que les problématiques elles sont toujours là et que les gens s'en aperçoivent de plus en plus. Ce qui est intéressant, je note là-dessus, c'est que on parle quand même d'une prise de conscience depuis la Covid, mais vous le notez très bien dans votre rapport, c'est que l'appréhension de la qualité de l'air intérieur, même si les sondages indiquent une sensibilité croissante, vous indiquez par ce point de vue plutôt qualitatif dans votre recherche qu'il y a en fait, mine de rien, même chez des personnes qui ont l'air alertes, qu'il n'y a pas nécessairement des bonnes pratiques, ou en tout cas qu'il y a des décalages dans leur pratique par rapport au discours? Oui, effectivement, nous, on a travaillé avec des familles qui avaient déjà fait un pas, on va dire, dans le sens de la qualité de l'air intérieur. Alors, c'était pas des experts pour autant, hein. C'est simplement des gens qui avaient pu utiliser une peinture naturelle ou qui, à un moment, avaient traité la ventilation dans le cadre de leur projet de travaux. Et malgré ça, chez ces personnes, on s'est rendu compte que la qualité de l'air intérieur faisait pas partie de leurs préoccupations quotidiennes. Et je pense que c'est évidemment le cas aussi pour la majorité des Français qui sont relativement insouciants de cette question-là. C'est pas comme les économies d'énergie finalement, qui sont beaucoup plus rentrées dans les habitudes, notamment ces 2 dernières années avec les crises qu'on a connues. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça n'intéresse pas les habitants, mais peut-être de manière plus indirecte autour de différents sujets qu'on a identifiés, par exemple la propreté du logement, les règles de vie commune, voilà, à quel moment on aère, qui on aère. Quand on est dans une copropriété, la ventilation, ça fait partie aussi des sujets qu'on va discuter en copropriété, ou quand on a un projet de travaux, on va à un moment sans doute travailler sur le poste ventilation ou ne pas travailler sur ce poste. Et donc, finalement, c'est à travers ces différents angles que les ménages peuvent être amenés à s'intéresser au sujet de la qualité de l'air. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a constaté un grand écart entre l'état de la culture scientifique et des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet et ce qu'on a pu désigner comme une culture populaire de la qualité de l'air. On voit qu'il y a beaucoup de croyances, que il peut y avoir des erreurs, des faux amis. Les habitants y perçoivent la qualité de l'air non pas avec des mesures techniques et scientifiques, mais à travers leur sens finalement. Donc est-ce qu'ils voient des signes d'humidité? Est-ce que les odeurs, la chaleur dans le logement, tout ça leur donne un peu des signes subjectifs d'une qualité de l'air, mais qui sont pas forcément cohérents
avec ce qu'on sait scientifiquement. Typiquement, l'odeur de propre, voilà, c'est positif pour beaucoup, mais en réalité, ça signifie qu'il y a des polluants chimiques dans l'air. Et ce sont ces causes, est-ce que vous pourriez nous les expliciter réellement, ces causes de la pollution de l'air dans le logement? Vous parliez juste avant du propre, donc j'imagine que c'est lié aux produits chimiques qui sont utilisés, mais il y a certainement d'autres facteurs de cette pollution? Alors, je prends la parole sur la première source de pollution de l'air intérieur, et c'est aussi celle qui, je pense, a peut-être retardé la prise de conscience du fait de la qualité de l'air intérieur, c'est qu'il y a encore beaucoup de croyances sur le fait que la qualité de l'air extérieur est plus polluée que l'air intérieur. Ce qui aujourd'hui n'est pas vrai. On a des résultats sur des campagnes nationales qui montrent que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors bien sûr, ça dépend exactement d'où on habite. Donc globalement, c'est la moyenne. Après, effectivement, dans certains lieux, la qualité de l'air extérieur est très polluée et va être la première source de pollution à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment une première source de pollution. L'environnement à proximité de là où on habite. Et puis à l'intérieur du bâtiment, on va retrouver tout ce qui est lié à la conception même du bâti, les produits de construction, les peintures qu'on va installer, qu'on va mettre en place à l'intérieur des logements, les mobiliers qu'on va installer dans la chambre, dans le salon. Et puis ensuite, il y a donc le système de ventilation, comment est-ce qu'on assure un renouvellement d'air efficace. Et en termes de sources de pollution, il y a tout ce qui est lié aux usages, donc les produits d'ambiance, les produits d'entretien, toutes les pratiques en fait que les gens font au quotidien et qui apportent une pollution récurrente, c'est-à-dire que c'est pas une pollution une fois à un moment et puis ensuite ces polluants sont évacués à l'extérieur du bâtiment. Les produits d'entretien, typiquement, c'est une pollution qui revient toutes les semaines, voire plus selon certaines pratiques habitantes. Ce qui implique réellement en fait de rompre avec l'idée que le logement ou que la maison est un espace refuge, donc hors de danger. C'est des conditions sociales qui sont réellement bien ancrées. Et vous notez également des conditions liées au parcours individuel des personnes qui ont déjà des problèmes de santé ou qui fument ou qui ont des allergies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment quels sont ces facteurs d'appréhension? Oui, on a regardé un peu ce qui faisait que des personnes pouvaient effectivement être un peu plus sensibles à ce sujet-là. Et on voit que notamment la survenue de problèmes de santé, soit pour la famille elle-même, mais aussi dans son entourage, et on pense notamment à tout ce qui relève des maladies respiratoires, de l'allergie, etc., peut avoir un effet effectivement de sensibilisation sur ces sujets-là. Et puis également des personnes qui peuvent être dans un parcours, on va dire, de transition écologique, qui commencent à s'interroger, on va dire, sur leur mode de vie, sur leur consommation, qui vont par exemple manger bio, etc., et qui vont du coup s'interroger également sur la manière dont leur logement peut contribuer à une meilleure santé, à un meilleur environnement. Donc c'est deux trajectoires, on va dire, assez classiques qui font faire que les personnes vont être plus sensibles à ce sujet-là. Et alors, dans votre approche ethnographique à ce sujet, vous dressez 5 portraits d'habitants qui ont, eux, une conception toute différente de la qualité de l'air intérieur. Pour les citer rapidement, c'est l'insouciant, le maniaque, le rénovateur, le cohabitant, le copropriétaire. Est-ce qu'il y aurait un profil qui vous marque plus que les autres, Claire-Sophie Quedvez? Et si vous pouviez nous l'expliquer pour qu'on comprenne vraiment les tenants et les aboutissants de cette étude presque biographique sur la qualité de l'air intérieur? Je pense que Gaëtan, tu as plus de réponses que moi par rapport au profil. C'est vrai que moi, j'étais la partie très technique sur le projet. C'est Gaëtan qui a dressé les profils. Je pourrais compléter ce qu'il a à dire. Je pense qu'on peut... alors, tous les profils sont intéressants, entre guillemets, mais si on devait se concentrer sur un, je pense que celui du rénovateur me paraît assez important. On a eu dans notre échantillon des personnes qui étaient dans des projets de travaux de leur maison, mais aussi au niveau de la copropriété,
et donc où la question de la qualité de l'air se posait notamment à travers la ventilation, c'est-à-dire est-ce qu'ils allaient installer des systèmes de ventilation, de renouvellement d'air. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si cette dimension-là, elle était prise en compte, eh ben, elle l'était souvent de manière très secondaire ou très tardive. C'était souvent la dernière roue du carrosse du projet de travaux, alors que c'est quelque chose qu'il faut au contraire intégrer dès le départ, et qui avait beaucoup de malfaçons. Alors je mets des guillemets parce qu'on a eu des cas où c'était les habitants eux-mêmes qui installaient leur système de ventilation, donc plutôt des cas d'auto-rénovation. Et donc on a eu des cas où en fait les systèmes étaient pas en fonctionnement, en bon fonctionnement. Voilà, quelqu'un qui par exemple n'avait pas raccordé électriquement son système de ventilation, quelqu'un qui ne l'avait même pas installé encore, alors que ça faisait plusieurs années que il avait fait l'achat de ce système-là. Donc voilà, moi ce qui m'a marqué avec ce profil-là, c'est que même dans le cas de travaux d'ampleur, alors que c'est là où les habitants ont le plus de marge de manœuvre finalement pour améliorer leur qualité de l'air, on voit que la prise en compte de la ventilation et donc de la qualité de l'air est très insuffisante. Ce qui impliquerait en quelque sorte de repenser toutes les rénovations énergétiques qui ont eu lieu depuis quelques années et qui vont notamment avoir lieu dans les années qui arrivent, de ne plus avoir la qualité de l'air intérieur comme un impensé de ces rénovations, j'imagine, Claire-Sophie Quedvez. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est un des points très importants. C'est qu'aujourd'hui, souvent, cette qualité de l'air intérieur, c'est en fonction des envies, c'est la personne qui s'est renseignée, mais ça fait pas partie du conseil des conseils donnés par les entreprises qui vont s'occuper des rénovations. Typiquement, l'exemple que Gaëtan prenait sur la ventilation en est un très bon. C'est que les gens, et de par aussi les messages médiatiques qui sont passés, de par le contexte économique, on recherche des économies d'énergie. Donc on se dit que pour rénover et faire des économies d'énergie, on change d'abord les menuiseries, on isole. Et quand on a une entreprise qui vient poser des menuiseries, elle devrait avoir un rôle de conseil dans cette rénovation sur l'installation de prise d'air, d'entrée d'air dans ces menuiseries. On voit aujourd'hui que c'est un vrai manque. Et ce qui m'a marqué, mais peut-être surtout sur les profils rénovateurs, mais peut-être globalement sur l'ensemble des profils, c'est la difficulté à aller trouver la bonne information. C'est-à-dire que les gens s'interrogent, se posent des questions, commencent à chercher, et comme la vraie information n'est pas facile à trouver, on passe à un autre sujet, et puis on se rend compte que l'envie était là, mais que tout le processus d'accompagnement derrière est manquant aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Merci pour la transition toute faite vers la démarche d'action de cette recherche-action. C'est ce à quoi vous vous attelez avec l'idée d'un accompagnement de ces habitants dans leur lutte. Est-ce qu'on peut parler de lutte contre la pollution de l'air intérieur ? Alors comment est-ce qu'on accompagne des habitants à améliorer la qualité de l'air chez eux, sachant que vous n'êtes pas tout le temps chez eux pour ouvrir leurs fenêtres, pour aérer, etc. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Écoute, vas-y Claire-Sophie. Je commence et tu complètes. Dans le cadre du projet, en fait, ce qui est parti. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation dans le cadre de nos métiers. On touche aussi du grand public, mais c'est souvent, on va dire, de la sensibilisation de masse. C'est-à-dire que soit on travaille sur des guides qui donnent les bonnes pratiques, mais encore faut-il que les gens aient envie de lire ces guides, qu'ils y aient accès. Et là, l'approche a été très différente. C'est que c'est vraiment des actions de sensibilisation personnelle. Donc, on a été avec Gaëtan chez les ménages qui nous ont accueillis quand même pendant 2h30. Il y a eu une partie sociologique que Gaëtan pourra détailler. Et sur la partie pratique, on a vraiment cherché à innover dans notre façon de faire. Donc, on avait une visite en fait du logement avec l'occupant qui nous racontait un peu ce qui pouvait poser problème pour la qualité de l'air, ce qui était plutôt un atout. Et puis derrière, on avait préparé des petites cartes actions. Il y en avait une 40aine. On lui en proposait une 10aine. Donc, sélectionnées vraiment par rapport à son profil, par rapport à ses habitudes et par rapport à son logement. Et donc, le but, c'était qu'il puisse sélectionner ses cartes actions et se faire un peu son propre plan d'action. Donc, il en sélectionnait 5, 6 et qu'il s'engage, entre guillemets, à essayer de mettre en place. Et juste avant ça, on avait une petite sensibilisation rapide. On s'est servi d'un jeu de société, un plateau, une maison sur plateau, où on se servait de différentes sources de pollution pour lui parler de qualité de l'air
mais toujours avec un discours adapté. Et ça, c'était très innovant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est adapté à chaque profil de ménage. C'est vrai que c'est une démarche dans laquelle on a effectivement on a cherché à innover dans la manière d'accompagner les ménages sur le sujet. Donc pour compléter ce qu'a expliqué Claire-Sophie, cette démarche d'accompagnement, elle était vraiment hybridée avec l'approche ethnographique. C'est-à-dire que quand on allait chez les gens, on y allait à deux, le sociologue et l'experte en qualité de l'air intérieur, et on échangeait ensemble. Alors il y avait une première séquence qui était vraiment réservée à l'ethnographie, donc où le sociologue interrogeait les ménages, où il y avait une visite où on lui faisait commenter son logement. Mais ce qui est important, c'est que ce temps-là, c'était pas du temps perdu pour l'experte, puisque elle était en posture d'écoute du ménage, et que c'était finalement le moment où elle réalisait aussi une sorte de diagnostic, et elle pouvait ensuite orienter les conseils, parce que Claire-Sophie disait, oui, les ménages, ils ont du mal à trouver de l'information, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a une profusion d'informations. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment de donner les bons conseils au ménage, et puis ensuite de l'embarquer pour qu'il puisse choisir lui-même ce qu'il avait envie de mettre en place avec ses cartes, avec l'écriture d'une fiche. Et puis, à la suite de notre visite, on ne laissait pas finalement tout seul le ménage avec ces conseils-là. Ce qu'on a expérimenté également, c'est la mise en place d'un groupe WhatsApp avec les 12 familles, où là on les a animés, les expertes en qualité de l'air étaient présentes sur ce groupe, et donc diffuser un certain nombre d'informations sur la qualité de l'air intérieur. Il y avait des quiz, il y avait des défis photos, enfin c'était tourné de manière assez ludique pour que finalement, tout au long des 3 mois d'expérimentation, voilà, ils se rappellent du sujet, qu'il puisse y avoir des informations complémentaires, puis qu'ils puissent être entraînés un peu aussi par le groupe pour mettre en place ces changements qu'on leur avait proposés. Voilà, et on terminait la démarche avec un entretien bilan finalement pour comprendre comment ils avaient vécu ça et qu'est-ce qu'ils avaient pu mettre en place chez eux. Et quels sont les résultats à la sortie de cet accompagnement sur quand même plusieurs mois? Est-ce qu'il y a eu des changements à plus ou moins long terme? Est-ce que vous avez pu observer des changements immédiats à la fois, alors peut-être moins sur la santé directe des individus, mais au moins sur des pratiques qui permettent de les protéger, de prendre soin de leur intérieur? Oui, effectivement, on peut pas directement constater des effets sur la santé parce que ces effets-là, ils sont à long terme. Par contre, ce qu'on constate bien, c'est comment la vision des habitants sur le sujet s'est considérablement enrichie. Ils sont plus attentifs au sujet. Leur répertoire d'action, finalement, sur le sujet, s'est vraiment élargi. C'est-à-dire que si au moment de la visite, pour eux, il n'y avait que l'aération, bah, aujourd'hui, ils ont intégré que l'entretien de la ventilation, c'était important, qu'ils avaient des marges de manœuvre sur les produits ménagers, sur l'ameublement, etc. Donc vraiment, le premier effet, c'est un apprentissage. Après, pour certains ménages, on a clairement eu une révolution des habitudes. Pas tous, parce qu'il y en avait qui étaient déjà relativement sachants sur le sujet, donc qui avaient déjà des bonnes habitudes en place. C'est pas eux qui ont le plus progressé, mais c'est en fait les ménages qui étaient le plus profanes sur le sujet, où on voit qu'il y en a un certain nombre qui ont abandonné des produits nocifs, produits ménagers, parfums, etc. Et même pour ceux qui étaient déjà informés sur le sujet, on voit qu'il y a un déplacement du curseur vers des meilleures pratiques, on va dire. Puis peut-être pour ceux qui étaient déjà engagés, un peu sachants sur le sujet, qui faisaient déjà attention, le fait de participer à une démarche comme ça a fait qu'ils se sont mis à parler davantage de ce sujet. Ça leur donnait finalement une occasion d'en discuter avec l'entourage, avec les collègues. Et donc, pendant le temps de la démarche, tout du moins, ils ont pu être un peu ambassadeurs de ce sujet auprès de leurs proches. Donc finalement, pas mal de changements.
Et pour terminer l'entretien avec une dernière question assez courte chacun, quelles sont vos attentes, vous, en tant que sociologue et en tant qu'ingénieur, sur ces avancées permises par votre recherche sur des changements de pratiques d'un point de vue écologique, environnemental à l'heure de l'Anthropocène ? Je peux commencer sur les attentes pour demain. C'est que le projet a permis quand même de voir que quand on est au plus près des occupants, avec cette approche personnalisée, les résultats sont là. Clairement, elle n'est pas duplicable à grande échelle parce qu'on ne peut pas aller voir chaque ménage. Mais du coup, c'est comment s'interroger pour que demain, on arrive à faire un accompagnement alternatif entre les sensibilisations de masse et cette sensibilisation personnalisée pour essayer peut-être de toucher un nombre un peu plus grand d'occupants, mais en restant sur des approches qui permettent à chacun de s'y retrouver et d'adapter les conseils à ses propres pratiques. Donc ça demande un peu de réflexion, mais je pense que pour que le sujet vraiment, que les gens se mettent en action, il faut que ce soit personnalisé. Et donc comment est-ce qu'on fait de la personnalisation à la plus grande échelle ? Et de votre côté, Gaëtan ? Moi je dirais que faut quand même prendre garde au fait que l'habitant ne peut pas tout à son échelle dans son logement. Donc là, si on a travaillé effectivement la marge de manœuvre des habitants et chercher à les accompagner, il faut aussi que les professionnels se bougent sur le sujet. Et la difficulté, c'est que la qualité de l'air, elle est à l'intersection de différents milieux professionnels, le médical, le bâtiment, l'immobilier, le public, les industries, etc. Donc là, il y a des choses à faire de ce côté-là. Et je pense particulièrement, on l'a un peu évoqué, mais à l'enjeu de massification des rénovations énergétiques. À mon avis, il va falloir mettre en priorité aussi ce sujet de la qualité de l'air intérieur si on veut éviter des problèmes dans les logements qu'on entend rénover à grande échelle. Eh bien, merci à tous les deux pour ces riches échanges. Claire-Sophie Queudevest, je rappelle que vous êtes ingénieure, vous dirigez Medieco, une société de conseil et d'ingénierie de santé dans le cadre bâti urbain. Gaëtan Brispierre, vous êtes sociologue indépendant, spécialiste des questions énergétiques et écologiques dans le bâtiment également. Les résultats de votre recherche sur la qualité de l'air intérieur sont disponibles en libre accès sur les sites internet de Leroy Merlin Sources et de l'ADEME. Et je vous remercie encore une fois et tout de suite, je laisse la place à l'ALCA. Merci Damien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.